Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le Conseil national de sécurité s'est réuni ce mercredi sous la houlette du président Alassane Ouattara. Le CNS a fait l'évaluation de la situation sécuritaire et sanitaire en Côte d'Ivoire. D'excellents résultats sont enregistrés. Le Conseil a pris des mesures, notamment la levée avec effet immédiat de l'état d'urgence sanitaire. Autre réunion à Washington, les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. La Côte d'Ivoire a présidé les travaux du G24, le groupe intergouvernemental des 24. Le ministre ivoirien de l'économie et ses homologues ont fait une revue des attentes des membres du groupe. La Côte d'Ivoire renforce également sa coopération culturelle avec plusieurs institutions internationales. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remagne, est en ce moment en France pour une visite de travail. Elle a échangé avec la secrétaire générale de l'OIF et des responsables de l'UNESCO. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, demande aux militaires au pouvoir au Mali d'accélérer la transition pour revenir à un ordre constitutionnel. L'ONU salue quelques progrès, mais appelle les militaires au respect de leurs engagements, à savoir l'organisation d'élections libres l'année prochaine. Soyez les bienvenus sur RTI1. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient de présider une réunion du Conseil national de sécurité. Le CNS a fait le point de la situation sécuritaire et sanitaire dans notre pays et d'excellents résultats sont enregistrés. Le Conseil national de sécurité a pris des mesures, notamment la levée avec effet immédiat de l'état d'urgence sanitaire. Je vous propose le communiqué du CNS lu pour vous par son secrétaire exécutif, Fidel Sarasoro, que nous écoutons. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce mercredi 12 avril 2023 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. L'ordre du jour de la réunion a porté sur 2 points. La situation sécuritaire générale et l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, le Conseil national de sécurité, à la suite de la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, note avec satisfaction que la situation sécuritaire générale est stable. Le Conseil national de sécurité se réjouit notamment des résultats enregistrés à ce jour sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre de la mise en œuvre de l'opération de sécurisation des fêtes de Pâques dénommée Pakinou 2023. En effet, cette opération, qui mobilise 14 000 éléments des forces de défense et de sécurité sur la période du 4 au 14 avril 2023, a de façon générale permis aux populations de célébrer les festivités pascales dans la paix et la quiétude. Le Conseil national de sécurité déplore cependant la hausse du nombre d'accidents de la circulation enregistrés au mois de mars 2023 par rapport au mois de février 2023. Toutefois, le Conseil national de sécurité constate une baisse du nombre d'accidents mortels sur la même période. Au regard de ces résultats, le président de la République, tout en réitérant ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés, a instruit le Premier ministre chef du gouvernement à l'effet de renforcer et d'accélérer les réformes initiées dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière dans notre pays. Concernant l'afflux de réfugiés en provenance du Burkina Faso, le Conseil national de sécurité note avec satisfaction le démarrage de la mise en œuvre d'une assistance humanitaire en faveur de ces personnes qui ont été accueillies
par les communautés locales dans les zones nord et nord-est de la Côte d'Ivoire. Cette mesure, qui fait suite aux instructions du chef de l'État lors du dernier Conseil national de sécurité, a notamment permis, à ce jour, avec l'appui du corps préfectoral, des autorités locales et des partenaires humanitaires, le recensement biométrique de 4 235 réfugiés sur les 18 846 estimés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'identification et l'aménagement en cours de 2 sites de transit dans les départements de Ouangolodougou et de Bouna, destinés à accueillir provisoirement ces réfugiés dans l'attente de leur retour dans leur pays d'origine. Le président de la République remercie les communautés hôtes pour le bon accueil réservé à ces réfugiés, de même que tous les acteurs impliqués dans ce dispositif d'assistance humanitaire. Il a, en outre, tenant compte des aspects sécuritaires, instruit le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité à l'effet de s'assurer d'une coordination adéquate des diverses interventions humanitaires au niveau central et local. Dans le domaine pénitentiaire, le Conseil national de sécurité note aussi, avec satisfaction, que la maison d'arrêt et de correction de San Pedro, d'une capacité de 500 places, a été inaugurée le vendredi 24 février 2023. Cette maison d'arrêt et de correction, construite avec l'appui de l'Union européenne, permettra, d'une part, au tribunal de première instance de San Pedro de connaître désormais des affaires en matière pénale et d'autre part, de désengorger la maison d'arrêt et de correction de Sassandra qui recevait jusqu'à présent les détenus en provenance de San Pedro. Le chef de l'État, qui se félicite de cette avancée notable, a donné des instructions au ministre de la Défense ainsi qu'au ministre en charge de la Justice à l'effet de prendre toutes les dispositions idoines pour rendre cet établissement pénitentiaire opérationnel dans les plus brefs délais, notamment à travers un dispositif adéquat de surveillance sécuritaire. Enfin, le Conseil national de sécurité note avec préoccupation la situation alarmante de la pollution des fleuves transfrontaliers Bia et Tanoé entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. En effet, une mission conduite par le ministre des Eaux et Forêts auprès des autorités ghanéennes du 13 au 16 mars 2023 a mis en évidence l'orpaillage illégal comme cause principale de la dégradation de ces eaux. Aussi, au regard de ces situations préoccupantes, sur le plan environnemental, le chef de l'État a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de mettre en œuvre de façon diligente les recommandations convenues avec les autorités ghanéennes, dont la mise en place d'un dispositif de surveillance du niveau de pollution causé par l'exploitation minière illégale et le renforcement des opérations de lutte contre l'orpaillage illégal aux frontières avec le Ghana. Le président de la République, après ces différentes interventions, félicite tous les acteurs impliqués dans la sécurisation et la stabilité de notre pays. Il les exhorte, par ailleurs, à poursuivre les actions en cours pour améliorer la sécurité en Côte d'Ivoire. Au titre de l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, le Conseil national de sécurité note avec satisfaction que la pandémie de Covid-19 est largement sous contrôle en Côte d'Ivoire. En effet, à la date du 10 avril 2023, notre pays n'enregistre que 6 cas actifs et aucune hospitalisation durant ces 2 dernières semaines. Par ailleurs, le taux de guérison est à plus de 99% et seulement un décès a été notifié
depuis la réunion du Conseil national de sécurité du 12 janvier 2023. De plus, dans le Grand Abidjan, épicentre de la maladie avec 95% des cas, 52% de la population cible a été vaccinée. Le Conseil national de sécurité, se réjouissant des excellents résultats enregistrés dans la lutte contre la COVID-19 depuis 2020 dans notre pays, décide ainsi de lever, avec effet immédiat, l'état d'urgence sanitaire, d'alléger le dispositif de contrôle à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, d'intégrer les activités de la COVID-19 en routine dans les établissements de santé, de retenir le service des maladies infectieuses et tropicales de Treichville et le centre hospitalier universitaire de Bouaké comme les seuls centres dédiés de prise en charge intégrée des maladies à potentiel épidémique et de basculer les 13 autres centres dédiés COVID-19 dans le système de santé en vue du renforcement des capacités des hôpitaux les abritant. En outre, le chef de l'État a instruit le ministre en charge de la Santé à l'effet de prendre les mesures idoines en vue de la mise en œuvre effective de ces décisions d'ici le 30 juin 2023 au plus tard. Il a par ailleurs instruit les ministres en charge de la Défense, de la Sécurité et de la Santé à l'effet d'informer et sensibiliser largement les forces de défense et de sécurité, ainsi que le personnel de santé sur les décisions du Conseil national de sécurité. Le président de la République réitère ses félicitations au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre en charge de la Santé et à tous les acteurs engagés dans la lutte contre cette pandémie. Le chef de l'État exprime sa gratitude aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes, ainsi qu'aux autres populations vivant en Côte d'Ivoire pour les efforts consentis qui ont permis la bonne maîtrise de cette pandémie dans notre pays. Enfin, le chef de l'État les exhorte à continuer de respecter les consignes de protection et à se faire vacciner contre cette maladie. Fait à Abidjan le mercredi 12 avril 2023. Voilà, c'était le communiqué du CNS qui s'est réuni ce mercredi, communiqué lu pour vous par le secrétaire exécutif fidèle Sarah Soro. Nous partons maintenant pour Washington, aux États-Unis d'Amérique, où se tiennent depuis lundi les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. La Côte d'Ivoire, notre pays, a présidé les travaux du G24, le groupe intergouvernemental des 24. Le ministre ivoirien de l'économie, Adama Coulibaly, et ses homologues d'autres pays ont fait une revue des attentes des membres du groupe. Serge Koléa est notre envoyé spécial à Washington, D.C. La rencontre des ministres du G24 constitue une des activités majeures des réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington, D.C. Adama Coulibaly est accompagné du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, et de plusieurs collaborateurs. Quelques poignées de main chaleureuses et échanges de civilité avec de hautes personnalités de la finance mondiale, notamment Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI, et David Malpass, président du groupe de la Banque mondiale. Le ministre de l'économie et des finances dirige les travaux. Depuis octobre 2022, la Côte d'Ivoire assure la présidence du groupe des ministres chargés des finances et des gouverneurs de banques centrales des pays dits G24. Des travaux à huis clos qui seront suivis d'une conférence de presse pour en évoquer les points saillants. Et concernant le Fonds monétaire international, les pays du G24 ont demandé à avoir une quote-part beaucoup plus élevée, tout simplement parce que du point de vue du poids économique, ils représentent de plus en plus, parce qu'il y a des pays émergents, il y a des économies également en développement. Le continent africain aujourd'hui compte 1,4 milliard d'habitants, avec actuellement, au stade actuel des choses, 24 milliards de dollars de quote-part. Alors qu'il y a des pays qui ont moins de 100 millions d'habitants, qui ont pratiquement 30 milliards de quote-part. Donc il faut simplement regarder là où se trouvent les besoins.
les pays africains demandent une place au conseil d'administration. Pour l'instant, il y en a 2. Concernant la Banque mondiale, nous estimons qu'il faut absolument que la Banque mondiale puisse accompagner les pays dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Et on a mis l'accent sur l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie à un prix abordable. Pour nous, c'est important. Au-delà de ces 2 points, nous avons évoqué également la nécessité de développer le capital humain, de développer l'économie numérique et de travailler à la viabilité de la dette extérieure. Plusieurs rencontres sont prévues à l'agenda de travail de la délégation ivoirienne. Le ministre Adama Coulibaly a déjà eu une série d'entretiens en vue de nouer des partenariats. À noter également une réunion avec le département du Trésor américain représenté par le sous-secrétaire adjoint pour l'Afrique et le Moyen-Orient, Éric Meyer, et Anne Maurice, sous-secrétaire adjoint aux affaires mondiales. Les réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du FMI donnent lieu à des séances d'information et bien d'autres sessions consacrées à l'économie mondiale. Voilà, la Côte d'Ivoire Travail renforce également sa coopération culturelle avec plusieurs institutions internationales. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac, est en ce moment en France pour une visite de travail. Elle a échangé avec la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie et avec des responsables de l'UNESCO, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture. Le reportage d'Issa Tchonoyeo et Ulrich Adongon depuis Paris. La ministre de la Culture et de la Francophonie à Paris, en France. Au menu de son calendrier, plusieurs séances de travail avec des responsables d'institutions internationales. Première escale, l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Porter un message de soutien et de félicitations du président de la République à l'occasion de sa brillante élection à Djerba. Et nous lui avons aussi dit que nous souhaitions poursuivre les relations et la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'OIF. Elle nous a bien sûr remerciés et nous a demandé de traduire toute sa reconnaissance au président de la République. Françoise Remac met à profit cette visite à la plus haute instance de la francophonie au monde pour aborder la question de la coopération entre l'institution et la Côte d'Ivoire. Cette année a été décrétée par le président de la République année de la jeunesse et l'OIF compte aussi s'inscrire. Nous avons évoqué plusieurs sujets, un sujet autour des industries culturelles et créatives, car dans notre feuille de route, au niveau de la feuille de route du ministère, nous souhaitons que la Côte d'Ivoire soit le hub des industries culturelles et créatives afin de répondre à la vision du chef de l'État dans le PND 2021-2025 qui souhaite que la culture soit un élément majeur en termes d'employabilité, en termes de croissance et d'employabilité auprès de nos jeunes. La ministre de la Culture et de la Francophonie s'est réjouie du fait que l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, Maurice Kouakou Bandama, ait pris la tête du comité d'adhésion et de sélection des pays candidats à l'OIF. Une autre séance de travail tout aussi importante, celle de la ministre Françoise Remac et des responsables de l'UNESCO. Plusieurs questions ont été abordées, dont celle des industries créatives culturelles, ICC. Les deux parties ont convenu de travailler en synergie pour relever les défis de l'industrialisation de la culture sur le continent et particulièrement en Côte d'Ivoire. Et ici en Côte d'Ivoire, justement, l'ENA ouvre ses portes au public. L'École nationale d'administration, elle veut mieux se faire connaître. C'est la première édition. La ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Oloto, a donné le top départ de ces journées aujourd'hui même. Et les portes de l'ENA sont ouvertes au public jusqu'à demain, jeudi 13 avril. Logoretti, Grascando. L'École nationale d'administration ENA, cet établissement d'élite forme des cadres de l'administration publique ivoirienne. L'école ouvre ses portes au grand public à travers des journées portes ouvertes. La ministre Anne-Désirée Oloto donne le ton à travers cette coupure de ruban. Pour cette première édition, plus de 5000 visiteurs sont attendus.
Avant d'arriver ici ce matin, je pensais que je voulais rentrer aux impôts parce que déjà j'ai un grand frère qui est là-bas, donc je me disais que ouais, je vais être comme lui. Mais ce matin, je pense que j'ai un peu changé. Puis que j'ai vu certains stands, je me suis dit que mais à l'ENA, c'est pas que les impôts et la douane. Il y a aussi plus de débouchés. Au sortir de là, je pourrais plus réfléchir et voir le domaine dans lequel je vais être. Moi, je suis venu dans l'ambition de savoir qu'est-ce qu'il proposait. Et déjà, je viens de faire mon choix. C'est la douane qui m'intéresse le plus. Voilà. Je suis ici pour me renseigner en fait sur comment entrer à l'ENA. Étant à l'école, on n'a pas forcément toutes les informations qu'il faut. C'est une très grande occasion que l'ENA nous donne aujourd'hui de pouvoir se renseigner sur comment entrer. Ces journées portes ouvertes sont une aubaine pour la collecte d'informations pour les futurs candidats qui frappent aux portes de l'ENA. L'ENA, en organisant les journées portes ouvertes, vise à s'ouvrir aux populations. Et donc mieux faire connaître ces programmes de formation, mieux faire connaître les emplois auxquels elle forme, mieux faire connaître également son organisation et les valeurs qu'elle porte. Cette session est dédiée à la jeunesse ivoirienne. L'année est une année de la jeunesse et il était bon qu'en ouvrant ces journées-là, les jeunes puissent être informés des modalités d'accès aux différents concours d'accès à l'ENA. Pour la ministre de la fonction publique, ces journées portes ouvertes permettront aux visiteurs de découvrir les 11 filières enseignées à l'ENA, s'imprégner des procédures d'entrée et des débouchés. Je suis très heureuse qu'à la faveur de cette année de la jeunesse, l'ENA s'ouvre pour la première fois de son histoire. J'invite les jeunes de Côte d'Ivoire à venir s'imprégner des réalités de l'ENA. Ils rêvent tous de rentrer à l'ENA. Mais beaucoup de candidats, très peu d'élus, qu'ils viennent comprendre les raisons pour lesquelles l'ENA met en place cette approche rigueur et qu'ils viennent également comprendre l'intérêt pour eux de se préparer dès à présent parce que c'est pour dans quelques jours l'ouverture du concours d'entrée à l'ENA. Ces journées portes ouvertes s'inscrivent dans le cadre de la dynamisation de l'action publique. L'ENA entend se réinventer à chaque édition. Et donc toute la jeunesse est conviée à l'ENA pour s'informer, s'imprégner et se préparer surtout pour les concours. Le schéma directeur, la Côte d'Ivoire se prépare activement pour la CAN 2023. Le comité d'organisation est à pied d'œuvre. Le président François Albert Amicha avec son équipe a tenu son deuxième COCAN Business Club ce mercredi et c'était dans la commune de Port-Boué. C'était un rendez-vous entre le comité local d'organisation et les opérateurs économiques du secteur en vue de présenter les différents besoins de la CAN 2023. Salif Ouattara, Sébastien Ouignet. 117 entreprises du secteur privé ivoirien ont répondu à l'appel du COCAN. Ce deuxième COCAN Business Club était axé sur la thématique transport logistique. Jean-Louis Moulot, président de cette commission au sein du COCAN, a situé d'entrée les enjeux de cette rencontre. L'objectif donc premier de cette seconde édition du COCAN Business Club, consacré à la logistique et au transport, est de communiquer sur les besoins réels en matière de logistique de transport dans une optique de transparence. Corinne Anouma, chef du projet logistique, et Ibrahim Sangaré, chef du projet transport, ont par la suite présenté aux opérateurs économiques les besoins du COCAN dans ces secteurs d'activité. Le nombre et les types de véhicules recherchés pour le transport des différentes délégations, les structures temporaires aux alentours des stades, comme les douches préfabriquées, sont autant d'attentes. Le COCAN donne du contenu aux entreprises nationales afin qu'elles puissent s'apprêter. Nous, au niveau du transport routier de personnes et de marchandises, nous venons de découvrir que nous avons la capacité aujourd'hui, nous avons les moyens aujourd'hui véritablement de compétir et d'apporter notre contribution en termes de déplacement des personnes qui vont arriver en Côte d'Ivoire. Et pour nous, c'est une grande opportunité et on ne veut pas la lâcher et on espère que le COCAN va nous faire confiance pour assurer cet événement-là. Heureux de cet échange enrichissant, François Albert Amicha a émis le vœu de voir plusieurs entreprises nationales participer à cette grand-messe du foot africain. Le président de la République a souhaité que tout ce que nous allons faire soit placé sous le sceau de la transparence, mais également du sceau de l'excellence. Il faut considérer le cahier de charges comme le minimum. Mais s'il y a un plus, nous ne dirons pas non, en restant dans les enveloppes prévues, évidemment. Afin de mieux exprimer ses besoins, le COCAN a institué séances tenantes B2B permettant aux opérateurs économiques du secteur logistique de mieux comprendre les défis à relever pendant la CAN 2023.
Et en attendant ce grand rendez-vous, imprégnons-nous du schéma directeur du district autonome des montagnes qui vient d'être publié. Le rapport provisoire a été présenté récemment dans la commune de Cocody en présence des représentants du ministère des Plans et du Développement. Le ministre-gouverneur du district autonome des montagnes, Albert Flindé, a reçu ce document de planification et d'orientation du développement des régions des montagnes. Serge Pacom Didi, Abou Sanogo. Après 6 mois d'études, le ministre-gouverneur Albert Flindé reçoit officiellement le rapport provisoire du schéma directeur du développement du district autonome des montagnes. Réalisé par un cabinet d'études constitué d'experts de haut niveau, ce document présente la situation de base de l'évolution des régions du Tongpi, du Guémon et du Cavali. Un recueil des perspectives du district des montagnes. Le rapport que nous remettons cet après-midi est composé de 2 volumes. Un premier volume qui concerne le bilan diagnostique du district autonome des montagnes, le diagnostic sectoriel qui regarde le secteur tertiaire, secteur primaire, secteur secondaire. Le deuxième volume de ce rapport présente lui également l'analyse des aspirations des populations. Le schéma directeur, un document de planification et d'orientation du développement de la région, réalisé à la demande du gouvernement ivoirien, représenté à cette rencontre par la tutelle du ministère du Plan. Je voudrais donc, au nom de Mme Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement, vous dire aussi que nous avons reçu le document. Nos services sont en train de l'examiner et vous faire un retour à l'effet, bien sûr, de produire un document de qualité, mais surtout un document qui puisse véritablement orienter le développement. Pour le ministre-gouverneur Albert Flindé, ce document a été réalisé afin que toutes les potentialités touristiques, industrielles, minières, agricoles et humaines du district dont il a la charge soient transformées en richesses pour le bien-être des populations. On a une vision, on a des potentialités. Si les potentialités sont mises en œuvre conformément à la vision et que les ressources sont mobilisées à temps pour pouvoir mettre en œuvre ces potentialités, ces programmes, on aura un impact naturellement sur le niveau de vie de la population. Ce rapport provisoire devra être au préalable analysé par les cadres et forces vives des différentes régions concernées avant d'être soumis à l'approbation du gouvernement ivoirien. Voilà, reportage réalisé pour vous par Serge Pacom Didi et Marine Cognan. Après son sacre à la grande émission de la RTI Variétoscope, le groupe Nouvelle Vision du Woroba, qui a remporté l'édition 2023 de cette émission de divertissement des vacances sur RTI, a permis à la région qu'il représentait de bénéficier de la construction d'un dispensaire et d'une maternité, un don de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI. Pagasoro connaît des Madonji. 3 nouvelles salles de classe réalisées à hauteur de 22 millions de francs CFA. Elles complètent à 12 le nombre de salles de classe dont dispose désormais le village de Inagbeyo, sous-préfecture de Sério, dans la région du Gor. Les clés ont été remises par le 3e vice-président du conseil régional du Gor, Saoué Bizier. Il précise que son institution fait de l'éducation une priorité. Nous allons en tout cas motiver les villageois afin qu'il y ait des cotisations exceptionnelles, même au sein du village, pour qu'on puisse en tout cas entretenir notre école. Car un cadeau ne se laisse pas de cette façon-là. La zone est très peuplée et il faut aller plus loin. Il faudrait dans un proche avenir réfléchir à un collège d'enseignement général, pour que ceux-là qui vont avoir l'entrée à 6e et le CEP puissent aller au collège en restant proches de leurs parents. De 2014 à ce jour, le conseil régional du Gor a investi en infrastructure environ 253 millions de francs CFA dans toute la sous-préfecture de Sério. Voilà, c'était les clés de 3 nouvelles salles de classe et un bureau pour le directeur qui ont été officiellement remis aux autorités du village de Inagbeyo, sous-préfecture de Sério. C'est dans le département de Gagnoa. Et la remise a été faite, vous l'avez vu, par le 3e vice-président du conseil régional du Gor, Saoué Bizier. C'était un récit signé Mama Traoré de RTI 1 et Doga Dogui de AIP Gagnoa.
Le ramadan se poursuit, les fidèles musulmans s'adonnent à plusieurs actes d'adoration pendant cette période et l'un des actes les plus recommandés reste la lecture du Coran. Certains croyants se sont fixés pour objectif de lire le Coran intégralement, d'autres en partie. Et bien pour ceux qui ne disposent pas d'une telle aptitude, d'autres possibilités leur sont offertes en vue de méditer sur les saintes paroles. Explication, Mama Traoré. C'est sur cette parcelle de 2 hectares du village de Sogbeni, sous-préfecture de Kounaéri, département de Mankono, région du Béré, que seront construits un nouveau dispensaire et une nouvelle maternité. Cet espace, un don de la famille Yahiri Zro, représenté à cette cérémonie de pose de la première pierre par André Yahiri. Une manière pour la famille de participer au développement du village. Quand le forum est arrivé, vraiment j'ai appelé toute la famille. Il y a 2 familles, Zoro et Mouron. Je les ai appelés pour dire que voici une nouvelle qui est venue dans le village. Nous allons construire l'hôpital. Nous avons pris une décision tout le monde et nous avons montré le lieu au village. C'est ce lieu qui est ici. Ces 2 hectares de terrain ont été octroyés symboliquement à travers des civilités et la signature d'une attestation de cession aux autorités villageoises. Ce que moi je vois, quand je l'ai trouvé, il m'a passé cette parcelle. Je le salue beaucoup. Tout le monde était d'accord. On avait réuni là-dessus. Personne n'a refusé. Et je le salue d'abord, la première chose. La construction du nouveau dispensaire et de la nouvelle maternité à Sogbeni, un don de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, au groupe Nouvelle Vision de Horoba, vainqueur de l'édition 2022 de la grande émission de la RTI Variétoscope. L'histoire retiendra que le premier dispensaire et la première maternité de Sogbeni ont vu le jour grâce aux filles et aux fils du village vainqueur des Variétoscopes 2022 de la radio-télévision ivoirienne. La RTI, qui était représentée à cette cérémonie de pose de la première pierre et de la visite du site par Kamara Oumar Norgil, coordonnateur général de l'émission. Il était accompagné du député suppléant de Kounaïri, Khalil Koulibaly. Voilà, donc c'était la remise de dons au groupe vainqueur de l'émission de RTI Variétoscope, un reportage signé pour vous par Gassoro Kone et Demandongui. On va parler maintenant du ramadan qui se poursuit. Les fidèles musulmans s'adonnent à plusieurs actes d'adoration pendant cette période et l'un des actes les plus recommandés reste la lecture du Coran. Explication détaillée avec notre reporter Mahama Traoré. Ils ne se séparent presque jamais d'un exemplaire du Saint-Coran, au point où Imam Mohamed Lamine Diarra a fini par mémoriser après de longues années d'études plus de 6000 versets répartis en 114 chapitres que contient le livre saint de l'islam. Cette connaissance, ce guide religieux la transmet désormais à de nombreux apprenants. La lecture coranique même donne la baraka à l'homme. L'homme qui est attaché à la lecture coranique, ça augmente sa foi envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça lui donne crainte de Allah, puis ça te donne la piété aussi. Ça fait aussi que la mémoire devient fraîche. Parce que le Coran procure une telle élévation spirituelle, il est recommandé aux croyants de le lire intensément durant le Ramadan. Mois de grâce infinie selon les Saintes Écritures, les savants sont unanimes. Lire le Coran en arabe, sa langue d'origine, permet de récolter pleinement les bénéfices spirituels attendus en ce Ramadan. Lorsque le croyant ne dispose pas de cette faculté, il lui est recommandé de réciter les passages déjà mémorisés. Celui qui a mémorisé des versets, ou les versets que tu peux lire, il faut lire ça. Tu peux les répéter. Tu récites la Fatiha. C'est-à-dire, imagine-toi, la Fatiha contient combien de lettres. Tu finis, tu recommences. Tu lis les derniers chapitres. À chaque fois que tu lis, tu as beaucoup de mérites. Lire, réciter ou aussi chercher à comprendre le sens des versets du Saint-Coran, c'est le sens des tafsirs, ces séances de commentaires des versets du livre saint qu'organisent les mosquées en ce mois béni. Lors de ce culte, les guides religieux interprètent la parole incréée de sorte à fournir aux fidèles les enseignements à tirer et à pratiquer. Je pense que le tafsir enseigne beaucoup. Donc les imams approfondissent le Coran, le Saint-Coran, que nous qui ne sommes pas allés dans les écoles arabes et nous ne connaissons pas beaucoup sur le Coran. Mais avec ce tafsir, ça nous donne beaucoup de connaissances. Le Coran sort d'un simple livre de lecture pour nous
pour devenir un livre de vie, c'est-à-dire un livre pratique qui touche tous les points et le point de notre vie. On essaye de traduire les versets, aller vers la perfection, vers l'essence réelle des versets, donc pour qu'on puisse mieux comprendre ce que nous-mêmes on lit, ce que nous-mêmes on prend pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ce n'est pas notre langue d'origine. Le tafsir, c'est pas celui qui sait lire l'arabe, non, c'est une autre science en islam. Voilà, c'est pourquoi c'est mieux d'avoir un maître. C'est pendant le Ramadan que le Saint-Coran fut révélé et enseigné au prophète Mohammed, guide des musulmans, par l'archange Gabriel. Et on prône aussi la solidarité en ce mois de Ramadan. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, vient de lancer la caravane Solidarité en mémoire de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. De son vivant, l'ancien chef de gouvernement pendant le mois de Ramadan assistait les familles défavorisées de la cité du Poro, Ami Sissoko. La caravane solidaire, dénommée la Ronde du social pour Amadou Gon Coulibaly, vient d'offrir 2500 kits alimentaires aux familles vulnérables du Poro en ce mois de Ramadan. Cet acte de générosité vise à perpétuer les actions et la mémoire du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. 3 ans après sa disparition, cette première édition, à l'initiative de certains jeunes de Korogo proches de lui, débute à sa résidence à Korogo. Amadou Gon, c'est la main droite qui savait donner sans que la main gauche ne s'en rende compte. Il le faisait chaque année et c'était pratiquement autour de 50 000 familles donc, qui étaient identifiées et qui étaient accompagnées de façon très discrète. Nous essayons donc à notre humble niveau de continuer cette action et de faire en sorte qu'Amadou Gon puisse continuer de vivre à travers donc, les actions que nous avons apprises de lui. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux initiateurs de la Ronde du social pour Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon aura les mérites dans sa vie tombale parce que toutes ces actions sont faites à son endroit. C'est ce que le prophète même dit. Il dit lorsque quelqu'un décède, ses actions sont interrompues sauf ce que ses enfants ou bien ses frères vont faire pour lui. Si c'est des prières ou bien si ce sont des sacrifices. Cette distribution de vivres composée de riz, de sucre, de pâtes alimentaires, de lait et d'huile a été possible avec le concours des cadres du Poro. Au nom de la famille Gon Coulibaly, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Coulibaly, se réjouit du geste des initiateurs qui honorent la mémoire de l'ex-chef du gouvernement. Au nom de la famille, au nom notamment de nos aînés, de nos papas, vous dis merci. Merci d'honorer ainsi la mémoire d'Amadou Gon et de montrer qu'il n'a pas vécu inutile. Et de montrer que pratiquement 3 ans après sa disparition, sa mémoire reste toujours vive dans nos cœurs. Au cours de ce partage, des prières ont été dites pour le repos de l'âme d'Amadou Gon Coulibaly et des bénédictions ont été formulées pour le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le groupement politique LRD, Nouvelle Énergie Libérale pour la Renaissance et le Développement, a lancé la 7e édition de la tournée Solidarité Tout Ado 2023, une édition qui consiste à faire des dons pendant la période de jeûne du Ramadan. Les communautés soufis, Ansadine et Tigani ont reçu des vivres, nous rapporte Abou Sanogo. Les communautés soufis, Ansadine, Mohamedia et Tidjani ont reçu la visite du président du groupement politique LRD Nouvelle Énergie, libéral pour la renaissance et le développement. Par ailleurs, conseiller économique, social, environnemental et culturel, Ali Badara Konate, les mains chargées de vivre pour permettre aux fidèles musulmans de passer un bon mois de jeûne. Ce, au nom du président de la République Alassane Ouattara et en souvenir de l'ex-premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly. Nous prions pour notre président, notre cher président, pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, mais pour le fait qu'il ait inspiré toute cette jeunesse-là à partager du peu qu'ils ont. Et prier à Allah subhanahu wa ta'ala que la Côte d'Ivoire connaisse le véritable développement, le développement spirituel, le développement de cœur. Après la communauté musulmane, Ali Badara Konate a visité l'association musulmane pour le bien-être familial, pour une action en faveur des veuves et des orphelins. Alhamdoulilah, avec lui, nous allons appuyer 50 veuves avec des vivres très consistants, le riz, l'huile, le sucre, qui permettront à ces femmes-là d'avoir vraiment un sounakari garanti. À Atekoubé, à la mosquée Lanfiara
Et à Koumassi, à la communauté Tidjani Nasrulim, Ali Badara Konati a demandé aux guides religieux de faire des prières pour le président de la République Alassane Ouattara et pour la Côte d'Ivoire. Le président de la République a appelé l'ensemble de ses collaborateurs, l'ensemble des cadres ivoiriens à être plus généreux vers les plus vulnérables. Cette année, nous allons sillonner l'ensemble du territoire ivoirien à travers nos différentes coordinations. Nous tenons ici à rendre hommage au président de la République. Et nous prions Allah, qu'Allah lui donne la force de toujours conduire le navire ivoire vers des lendemains enchantés. Cette activité de LR2 Nouvelle Énergie s'inscrit dans le cadre de la 7e édition de la tournée Solidarité Tour Ado 2023. Elle a été initiée en partenariat avec la fondation Youth and Force Action. Une rupture de jeunes a meublé cette tournée de partage et de solidarité. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, demande aux militaires au pouvoir au Mali d'accélérer la transition pour revenir à un ordre constitutionnel. L'ONU a produit un rapport dans lequel il leur est demandé clairement d'accélérer le rythme au point retour du pouvoir aux mains des civils. L'ONU note bien quelques progrès comme la rédaction d'un projet de constitution ou la création de l'autorité indépendante de gestion des élections. Mais Antonio Guterres rappelle que les militaires se sont engagés à respecter un calendrier qui prévoit des élections libres au début de l'année prochaine. Le premier trimestre de l'année 2023, janvier, février, mars, a été le plus meurtrier pour les migrants traversant la Méditerranée depuis 2017. 441 vies perdues. Ces migrants tentaient d'atteindre l'Europe. Le rapport de l'ONU a été publié aujourd'hui mercredi. L'Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies estime que ce chiffre de 441 décès entre janvier et mars 2023 est en deçà de la réalité. D'après l'OIM, les retards et les lacunes dans les opérations de recherche et de sauvetage menées par les États coûtent des vies humaines. Pendant le week-end de Pâques, 3000 migrants ont atteint l'Italie, ce qui porte le nombre total d'arrivées depuis le début de l'année à plus de 30 000 personnes. Et je rappelle que demain, jeudi, se tient ici, en Côte d'Ivoire, la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire 2023 du Sénat. Et ça aura lieu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro à partir de 9h. Et vous pourrez suivre cet événement en direct sur RTI 1. Très belle soirée et à demain 20h.